Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Et jusqu'à 20h, ce sont les vraies voix environnement. Bonsoir à tous. Avec vous, évidemment, 0826 300 300. Vous avez la parole, comme toujours, sur Sud Radio. Bienvenue à nos vraies voix. Caroline Pilastre, qui est avec nous, chroniqueuse sociétale. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous. Et quel bonheur pour la dernière de la saison de se retrouver tous les trois en plateau. Alors, c'est vrai qu'à partir de la semaine, à partir de la semaine prochaine, vous retrouverez à partir de 19h les routes de l'été et pendant tout l'été jusqu'à fin août avec Vincent Ferniaud. Bonsoir, Tom Conan. Bonsoir. Bonsoir à vous, artiste auteur. Son livre Radical, ça sortira dans quelques semaines le 19 août chez Albin Michel. Et puis Corinne Tapiro, LULR de Paris. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors vous avez vu que la France avait établi un record. Tom, vous l'avez vu ça, Caroline? Non. Ils sont perplexes. Ah oui, non. Record d'admission au bac. Ah oui, oui, quand même. Plus de 91%, voilà. 91,5. Voilà, pardon, 91,5%. Soit plus qu'en 1968. Eh ben, j'allais y venir, même en 1968, où on disait qu'on donnait le bac à tout le monde, rappelez-vous. 82,3. C'était, voilà, 82,3%. Qu'est-ce que vous en pensez? On l'a donné à tout le monde cette année, c'est clair? Il n'y a pas le rattrapage? Il n'y a pas encore le rattrapage. Attends, on va monter à 96%. Je pense qu'il faut. Je suis pas dans les petits papiers. Je sais que bon, aujourd'hui, c'est quand même pas extrêmement compliqué d'avoir le bac. Faut quand même être honnête. C'est pas faux. Néanmoins, il faut pas non plus dévaloriser le truc parce que quand on le passe, moi quand je l'ai passé, on me disait déjà ouais mais de toute façon ça vaut rien, donc on dévalorisait. Alors que moi c'était quand même quand on est dans cette situation-là, c'est important. Donc il faut pas dévaloriser la chose, que c'est pas de la faute des lycéens si le bac est à ce niveau-là. Donc il faut pas non plus les casser. C'est bien qu'il l'ait et puis voilà. Non mais ce qui est étrange, c'est qu'ils ont pris les notes du contrôle continu. Vous savez comment ça s'est passé? Qui a été arrondi au voilà, c'est que franc supérieur. Voilà, à plusieurs francs supérieurs même je pense. Et dans certains établissements réputés notés sévèrement, on a remonté les notes. Ceux qui notaient pas sévèrement, les a remontés aussi. Mais moi je crois pas de la au bénéfice de la sévérité. La sévérité en termes de notes, moi ça sert à rien. Moi je pense pas que ce soit ça. La réalité c'est que les règles du jeu ont changé en cours de route à cause de cette pandémie. Ok, très bien. Mais on était quand même dans une réforme du baccalauréat. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à quel moment le gouvernement va avoir le courage de dire, ou en tout cas le ministre de l'Éducation nationale, on a apporté la preuve que le bac pouvait se passer finalement à moindre frais, parce que ça coûte quand même nettement moins cher comme il s'est passé cette année que comme il se passera. Donc vous êtes pour le contrôle continu finalement? Moi je ne suis pas contre l'idée d'un contrôle continu. Mais il faut qu'il soit correctement organisé et qu'il soit clair. Enfin, il faut que les règles du jeu soient claires. Un jeune, quel que soit son âge, un enfant, a besoin de connaître les règles du jeu au démarrage pour savoir ce qu'il fait. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont dit... Oui, mais là il y a eu la pandémie. Je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire que le ministre de l'Éducation nationale va peut-être aller plus loin en disant on passe complètement au contrôle continu. Caroline, qu'est-ce que vous en pensez, Caroline? Écoutez, tout ça, on le dit depuis des années, Covid ou pas. C'est vrai que vu la période, les jeunes bacheliers avaient un stress, une angoisse supplémentaire de savoir s'ils allaient l'avoir. Déjà qu'on sait que les 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail n'auront certainement pas de boulot à la rentrée, donc ça va être catastrophique. Non, je veux dire que ce bac n'est pas forcément donné dans le sens qu'on imagine. Ceux qui travaillaient, bien sûr que ça passe toujours pour un juste. Attends, justement, où est la comparaison? Ceux qui bossaient pas trop, évidemment qu'on peut se dire, écoute, c'est donné parce qu'ils ont eu entre guillemets la chance de cette Covid par rapport aux autres. Maintenant, chaque année, c'est quand même un marronnier. Donc, on sait très bien que le bac n'a plus du tout le même niveau qu'il y a 30 ou 40 ans, mais c'est lié à la réforme de l'éducation nationale. Là où tu as raison, Caro, c'est qu'effectivement, on peut pas dire qu'ils aient de la chance. C'est quand même une malchance terrible d'arriver bachelier en 2020 avec tout ce qu'on s'est pris, et même si les études après vont continuer pour ces personnes-là, franchement c'est dur de pas être découragé. Donc moi je me mets un peu à leur place. On va leur dire c'était en 2020, on l'a donné à tout le monde comme en 68. Mais c'est écœurant. Mais on va monter à 96%. Ils ont quand même révisé dans des conditions. Mais non, ils n'ont pas révisé. Ils n'ont pas révisé, ils ont travaillé. Ça n'est pas la même chose. Ça dépend desquels. Tous ceux qui ont eu le baccalauréat ont eu une belle surprise puisqu'ils ont eu les félicitations d'Emmanuel Macron, mais pas n'importe où. Ça va, alors. Sur le réseau social TikTok, le réseau social préféré des jeunes. Écoutez. Génial. Bravo, félicitations. C'est le fruit de votre travail. Alors maintenant, fêtez-le, profitez-en. Vous avez vécu une année hors norme. Celle de l'épidémie, des semaines et des semaines passées chez soi, où on vous a privé de fréquenter vos amis, vos copains, d'étudier normalement. Votre génération a donc devant elle un monde à inventer, plus fort, plus solidaire, plus écologique. Je ferai tout, là où je suis, pour que le gouvernement travaille, pour que ce monde soit meilleur.
et qu'on y retrouve en effet ces fondements que j'évoque. Mais ça n'est pas moi qui déciderai de votre avenir, ce sera vous. Et voilà le message d'encouragement d'Emmanuel Macron sur TikTok. Alors moi je connaissais Twitter évidemment, on connaît tous Twitter, Snapchat bien sûr. On m'a dit Snapchat, si tu veux faire jeune, il faut aller sur Snapchat. Non, mais TikTok, mais je suis déçu parce que maintenant c'est TikTok. Snapchat, c'est fini en fait. C'est TikTok. Bah ouais, oui, non, mais après, non, mais TikTok, en fait, ce qui est marrant, c'est que évidemment, là, vous êtes sur TikTok, vous? Ouais, je suis sur TikTok, mais il est partout. Mais il faut tester tous les trucs et après on jette évidemment. Par exemple, Snapchat, j'ai jeté parce que moi je trouve qu'on se fait vraiment chier. Facebook, ça on se fait chier aussi. Bon, après, c'est des questions de point de vue. Mais en fait, il paraît que Facebook, c'est pour les vieux. La moyenne d'âge. Non, mais il y a un truc terrible. Je crois que la moyenne d'âge sur Facebook, c'est 57 ans. Ah mince. C'est violent quand même. Donc bon, mais en fait, non, juste pour dire que ce qui est marrant, c'est une utilisation classique comme Macron le fait. Bon, c'est vrai, il est président de la République en même temps, il n'est pas chanteur de rap, mais une utilisation très classique sur un réseau qui n'est pas classique. Ça m'amuse toujours. Non, TikTok, c'est quand même fait pour mettre des filtres, vous savez, avec des effets ralentis, etc. Donc là, on chante. Voilà, ce qui est intéressant de savoir. Encore une vraie utilisation vraiment macronienne de toucher une TikTok. population jeune, justement. C'est de la communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Caroline Pilastre, ridicule ou pas Macron sur TikTok? Non, pas ridicule. Il s'adresse à cette population jeune qui est sur ce réseau social. Donc évidemment, ça va être plus intéressant et impactant de le suivre là-dessus que sur les réseaux de vieux, comme vous disiez précédemment, sur lesquels nous on est. Maintenant, bien sûr que c'est de la communication. Bon, un président félicite les jeunes. C'est son taf. Oui, non, mais d'accord, mais je ne sais pas si les autres présidents féliciter, même si on est dans une période particulière. Les jeunes bacheliers, moi je n'ai pas la sensation qu'on ait 18 ans. Les ministres, mais pas le président. Alors oui, peut-être que c'est aussi générationnel comme il a 40 ans. Ça va, 40 ans. Il a eu son bac à 22-23 ans, Macron. C'est pas si vieux que ça. Non, mais bon, faut pas avoir le mal partout. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est juste un constat. Après, je pense que tout le monde s'en fout des félicitations du président de la République, mais quel qu'il soit. Je veux dire, c'est pas spécifique à Macron. Il faudrait savoir le nombre de vues ça a fait. Ça serait intéressant de voir le nombre de vues qu'il a fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas les Corinne. Moi, je pense pas du tout. Ça a un impact parce que derrière tout ce que fait Macron, il y a quand même une arrière-pensée, c'est l'élection de 2022. Donc ça, c'est aussi dans ce but-là une façon un peu normal aussi. Il va pas... Sauf que quand même dans l'exercice de ses fonctions, l'idée d'être toujours le nez sur le guidon de 2022, ça pose quelques petits problèmes de déontologie. C'est un peu l'apanage de tout le monde quand même. Non, pas à ce point parce que là, c'est quand même très inquiétant. On est arrivé à un niveau de mégalomanie qui est quand même assez problématique. Alors sur ce réseau, il a voulu toucher des jeunes. En réalité, la plupart des jeunes qui sont là-dessus, ils ne suivent quasiment aucun politique. Surtout qu'en fait, ils n'ont pas l'âge de voter parce qu'ils ont 14 ans. Donc, c'est ça, j'ai pas compris. Ce sera pas pour 2022 alors. Ils peuvent faire du prosélytisme la reine auprès de leurs parents et de leurs grands-parents. Je pense qu'aujourd'hui, la com a tellement pris le pas sur la politique que la politique a perdu tout son essence et elle n'est plus ni sérieuse ni respectable. Et donc, ça entraîne bien évidemment un nombre de trahisons incroyables parce que tout le monde veut une place au soleil. Enfin, quand on voit Roselyne Bachelot, ridicule, à se faire nommer ministre de la culture. Oui, pardon, excusez-moi. Je suis pas d'accord avec toi. Elle a 74 ans. Non, mais je suis pas d'accord. Pas tous en même temps. Non, mais après, moi, j'ai rien pour ni contre Bachelot, mais 74 je ans. trouve le personnage d'avoir du personnel politique. Moi, je suis pas pour le jeunisme, absolument pas. Non, je trouve que Bachelot, bon, voilà, elle a eu des positions qui est plutôt à contre-courant par rapport à son camp. Donc, de ce point de vue-là, plutôt courageuse, quelle que soit la position qu'on est là-dessus, sur la PMA, mariage gay, etc. Et par ailleurs, je trouve que c'est un personnage haut en couleur. Quelque part, moi, je trouve que le fait qu'il y ait un ministre de la Culture me paraît un peu suranné. Voilà, c'est bon. Dans le concept, ça m'amuse pas énormément. Je serais pas un fan d'aller chercher des subventions pour financer tel et tel projet. Je pense que c'est pas des méthodes qui sont modernes et qui sont adaptées au monde d'aujourd'hui. Il y a d'autres manières beaucoup plus intéressantes. Pour autant, elle va donner un peu plus de gueule, un peu plus de force à ce ministère de la Culture qui était vraiment mortifère précédemment. Elle incarne quelque chose, c'est un véritable personnage. C'est sûr qu'elle a une personnalité. Ça change de Franck Riester. Et puis c'est quelqu'un de cultivé. On parlait même à un moment donné de Claire Chazal. Moi je suis désolée, ça m'aurait pas choqué non plus parce qu'elle est sur une case, sur Arte. Moi je suis plutôt sur la ligne de Tom. Je vois pas vraiment l'intérêt d'un ministère de la Culture dédié si on n'a pas une vraie politique culturelle qui a été définie. Non mais le problème c'est que ça fait quand même 3 ans. Ça fait quand même 3 ans
avec la 3 ans Covid, que ils vont Macron réinjecter. est président de la République, la politique culturelle, elle n'a pas été clairement définie. Oui, On moi verra j'aimerais bien. bien un ministre du handicap. handicap Oui, non, et mais un ça- ministère On du va en handicap parce reparler. que nous sommes 12 millions. Vous connaissez mon coup de gueule et mon tweet qui a été viral On va en sur reparler. Twitter. On va en reparler. Allez, dans quelques instants, Sud Radio avec nos vraies voix. Caroline Pilastre, Tom Conan, Corinne Tapiro. Ce soir, dans un instant, notre débat. Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique, parviendra-t-elle à faire prendre au gouvernement un virage écolo? Eh bien, c'est la question que l'on vous pose. Et on attend vos votes sur les réseaux sociaux. Oui ou non, vous votez Twitter, Facebook. Mais avant cela, petit tour de table de l'actualité. Qu'est-ce qui a interpellé nos vraies voix ce soir? Tiens, on commence avec vous, Caroline. Ce soir, pour la dernière, je voulais faire léger. Je vais parler d'un sujet de saison. Je vais parler des pique-niques et plus particulièrement d'une start-up qu'une femme qui s'appelle Tiffaine Guéroux a inventé, enfin en termes de fabrication. Elle a décidé de fabriquer, donc c'est très écolo, ça a un lien avec notre grille, des couverts à croquer. En fait, ce sont des fourchettes et des cuillères que vous pouvez utiliser lors des pique-niques, en touillette, dans des boissons chaudes, ainsi que pour des banquets, et que vous pouvez aussi retrouver dans des encas de supermarchés. Elle en fabrique 6000 par jour. Elle a un atelier qui est situé dans le 11e arrondissement à Paris, et je trouve que c'est une excellente innovation en termes justement écolo, parce que évidemment on les mange. Il y a plusieurs saveurs dans ces coffrets. En moyenne, c'est entre 17 et 19 €. Vous avez des saveurs sucrées, salées. Le Vous savez, couvert le Non, coffret, je pense c'est un pas. coffret. Parce que dis donc, quand même, faut être ça serait riche, quand même hein. un peu cher, quoi. Ça se conserve en moyenne 3 mois. Ah, quand même. Et vous avez donc des saveurs sucrées, salées. Quand on sait que le plastique met en moyenne 250 ans à se dégrader, Ouais. j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent. Et puis, voilà, c'est à 100% français. Donc, Bravo. Cocorico, Bravo. c'est gourmand, Alors, la question écolo quand même, Caroline, et est de français. savoir si qu'avec notre fourchette, quand on Avec pas de pique, est-ce que ça Non, tient pas de bien? couteau pour le moment. Et puis, Non, mais est-ce que alors- ça tient bien? Parce que par on exemple, n'en sait excusez-moi, rien. les fourchettes en En bois bois, qui oh remplacent là le là. plastique, C'est c'est non, une catastrophe. Et, Non. vous ne m'avez pas posé une question en plus, la composition. Quand Alors, même, la composition. Bah voilà. C'est du maïs. Quelle est la composition? Il y a de la farine de blé, de l'huile de colza et un peu de sel. Donc je voulais mettre en avant cette bonjour, les innovation, kilos. Bon, cette c'est bien. start-up, parce que je trouvais que c'était très sympathique et écolo. Bon, très bien. En même temps, t'as le pain et t'as pas besoin d'en acheter. Et tu luttes Voilà. contre Non, mais la c'est très pollution. bien, bravo. Ouais, ouais. Non, mais bravo. Voilà, de Bravo bonnes à idées, elle, de bonnes initiatives. Corinne Tapiro, qu'est-ce qui Alors vous a moi, marqué dans ce qui m'a l'actualité? marqué, c'est l'annonce de la fermeture de Tati. Ah oui. Ça m'a marqué. Barbès va fermer ses portes, Barbès va fermer ses portes. Alors, D'abord, Tati Barbès, Tati, vous C'est connaissez, surtout ça. Barbès, c'est un c'est quartier un dans quartier Paris. emblématique. Voilà, où s'est et installé Tati existe depuis à toujours, l'origine, quasiment. oui, pratiquement 46, Ouais. je crois. Les premiers magasins Tati, qui sont des magasins destinés au public pas très argenté. Donc le concept, c'était d'avoir des bacs à l'extérieur où on fouillait. C'était des prix assez bas. Petit à petit, le concept a effectivement pas mal évolué. Il y a eu un tournant qui a été pris avec l'avènement de l'Internet. Est-ce qu'ils ont pris le bon virage, pas le bon virage? Est-ce que les choix stratégiques oui. d'achat ont été les bons, pas les bons? Toujours est-il qu'à un moment donné, Tati allait très mal. Et il y a eu un repreneur, qui est donc le patron de Jiffy, qui a accepté de reprendre Tati en disant non, je sauvegarderai les emplois. Tati Barbès, je n'y toucherai jamais. Il n'en demeure pas moins qu'en Il y a fin le Covid. d'année. Ah mais attendez, en fin d'année, Ouais. et enfin plutôt en milieu d'année, septembre, ils ont déjà fermé un grand nombre Oui. de magasins C'est Tati vrai. en province, donc en licenciant du personnel purement et simplement. Ils n'ont même pas été remplacés par des enseignes Jiffy. Et là, ils vont donc fermer définitivement les magasins Tati de Barbès d'ici la fin de l'année, donc avec un licenciement général, au motif que depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai, ils ont eu une baisse de 60% de chiffre d'affaires. Ce que je veux bien comprendre, on a quand même eu 18 mois de manifestations qui ont quand même handicapé ce quartier assez fortement. Il y a eu beaucoup d'autres manifestations sur des tas d'autres raisons. Il y a eu une très forte montée de la drogue et de la délinquance dans ce quartier qui a aussi privé les magasins de clients. Il fallait faire des restructurations d'immeubles et remettre aux normes, ce qui n'a pas été fait. Au final, on ferme des enseignes emblématiques et à chaque fois qu'on a des grosses enseignes comme ça qui sont installées dans un quartier, elles drainent une population qui achalante tous
les magasins autour. Et il est à craindre là, que beaucoup de magasins vont fermer. Et j'espère qu'on va pas avoir la même chose avec Dreyfus, Moline, Létis-sur-Aisne, etc., qui sont quand même l'économie emblématique de ces quartiers. Alors je sais qu'il y en a qui seront ravis de plus voir ces magasins, mais si on n'a plus d'économie dans une ville comme Paris, on n'a plus de ville, quoi. Alors on va se redonner rendez-vous dans quelques semaines, malheureusement, et en septembre-octobre, parce qu'il va y avoir beaucoup de plans sociaux et beaucoup de fermetures de magasins. C'est très triste. Vous avez raison. Exactement. Et juste en 30 secondes, si je puis me permettre, j'ai oublié de donner le nom de la start-up. Je ne touche absolument rien à la part de cette femme. Koove, K-O-O-V-E. Je ne sais pas comment ça se prononce, donc je vous l'épelle. Voilà, ce sont les couverts à manger, à croquer. Pardon. Allez, Tom Conan, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité? Moi, je voulais revenir un peu sur la polémique que J.K. Rowling, donc l'auteur de Harry Potter, en Angleterre, a suscité récemment parce qu'elle a eu des propos, des tweets qui ont été considérés comme transphobes, etc. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a parlé notamment du fait que seules les femmes avaient des règles et que donc, en effet, il y avait une difficulté à ce que des personnes qui entament une transformation physique, transformation de genre, puissent après se considérer réellement comme femmes, etc. Donc voilà, lever de bouclier, assez compréhensible des personnes qui sont concernées par cette problématique-là. Mais en fait, là, j'ai vu qu'il y avait une espèce de deuxième étape avec là dans Harper's Magazine une tribune signée donc par J.K. Rowling notamment et d'autres personnes, notamment Salman Rushdie et d'autres personnes pour dire voilà, en gros, finalement il y a de la censure, de l'autocensure, et donc il faut nous laisser dire ce qu'on veut, etc. Donc disons une vision qui va plutôt dans le sens de conforter les propos de Rowling qu'autre chose. Bon, en fait, moi ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai du mal à me prononcer sur tout ça. Je pense que d'un côté il y a une aberration à vouloir absolument se prononcer sur tout. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus exagérer et l'accuser d'être absolument transphobe, etc. C'est vrai qu'elle a eu des propos qui sont quand même très... Elle a eu des propos qui sont quand même... Non, mais elle a mis des tweets, elle en a un peu rajouté une couche, et effectivement, au bout d'un moment, on peut un peu... C'est dans le jeu Twitter, parce qu'avec plus de 140 caractères, on sait qu'il y en a plus. En revanche, je trouve qu'il y a une position. Ce qui est étonnant, c'est que là, on pourrait croire qu'il y a deux camps qui s'opposent vraiment. Je pense qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup d'hystérie sur les réseaux. En réalité, quand on regarde, par exemple, il y a un film, et pour ça, c'était une manière un petit peu de rendre hommage aussi à ce film qui sort, qui s'appelle Tout simplement Noir, de Jean-Pascal Zadi, où en fait, là, il y a une interview dans Le Monde hyper intéressante qui, en soi, n'a pas de rapport avec l'affaire que je citais précédemment, mais qui peut tout à fait être mise en lien. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas du tout, par exemple, voilà, il y a le combat des Noirs, comme il y aurait de l'autre côté le combat des trans, et puis d'un côté le combat des anti-trans, ou des pro-gays, des mariages gays, anti, comme il y a eu beaucoup aussi en France sous Hollande. En fait, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Pascal Zadi? Il dit, il y a autant d'identités noires en France que de Noirs. Donc en fait, c'est une manière de dire arrêtons d'homogénéiser ces problèmes-là et de se mettre de manière vraiment hystériquement dans un corner, en disant voilà, je suis là-dedans et je veux pas en sortir. Et donc de ce point de vue-là, ce film-là, je pense c'est vraiment, moi j'irai le voir. Je crois qu'il sort là mercredi prochain. C'est vrai qu'il y a eu une pétition qui a été lancée pour qu'elle ne soit plus l'auteur de ses livres. Donc je veux dire que au bout d'un moment, on est dans une schizophrénie pas possible. Parce que elle a dit quelque chose qui ne convient pas à un certain groupe. C'est quand même très embêtant. Hein. Allez, c'est l'heure des vraies voix de la campagne. On retrouve tout de suite notre ami Henri Landès. Sud Radio, les vraies voix de la campagne. Avec Selnat, fabricant bio français, engagé pour vous aider à mieux manger. Allez, Henri Landès est avec nous, fondateur de Landestini, qui est à Boissé, en Auvergne. Bonsoir Henri. Bonsoir Philippe et bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous Henri Landès. Alors ce soir et avec vous on va parler de sport à la campagne. Les espaces, les paysages, la connexion à la nature sont des atouts pour le sport dans les territoires ruraux, surtout Henri en cette période de crise sanitaire. Effectivement, pendant la crise sanitaire, le confinement, c'est un peu plus facile de faire du sport là où il y a de l'espace. Pour la plupart des sports, il faut un peu d'espace, certes des infrastructures, mais à la campagne, on peut être très content de la capacité à faire des sports en pleine nature. Et ces sports en pleine nature, je suis de plus en plus convaincu qu'ils ont encore un plus bel avenir parce que justement, on reconnecte un petit peu ces questions de la santé en sortant de cette crise sanitaire. On parle de randonnée, on parle de promenade. J'ai appris ce que c'est les PR, les GR. Moi, j'ignorais tout ça. Alors ici en Haute-Loire, on a le GR 765 qui passe par là. Ça va jusque d'ailleurs, ça connecte avec le chemin de Compostelle qui part notamment depuis Puy-en-Velay. Ici sur la communauté de communes, d'ailleurs, on a une vingtaine aussi de chemins de VTT. Donc pour ça c'est assez intéressant. La communauté de communes Marche du Velay Roche-Baron. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que c'est entretenu par des bénévoles ou même des entreprises d'insertion qui sont rémunérées. Donc c'est tout un effort collectif aussi pour entretenir toute cette infrastructure naturelle pour faire du sport en pleine nature. C'est un axe crucial de développement
touristique et d'attractivité à la campagne. Et d'ailleurs, plusieurs collectivités territoriales en campagne ont défini une vraie stratégie, une stratégie claire, faire du sport l'attraction touristique principale cet été. Et c'est une bonne idée. Absolument. J'ai parlé avec l'Office de tourisme de la communauté de communes qui travaille avec la Maison du tourisme du département de la Haute-Loire. C'est un axe de développement clair, stratégique, de communication aussi. Bon, ils communiquent énormément sur les réseaux sociaux en ce moment là-dessus. Ils ciblent les magazines spécialisés, les boosts sur Facebook, etc. Les spécialisés de la montagne aussi, hein, ça c'est forcément pour la région. Ils ont vendu 2 fois plus de guides de chemins randonnés et de VTT depuis la sortie du confinement qu'en temps normal. Donc c'est assez notable et ça s'inscrit dans une démarche de long terme. Ils savent que c'est quelque chose qui peut durer. Alors le sport en pleine nature, c'est un très bon moyen pour sensibiliser à la préservation de l'environnement, Henri. Vous revenez effectivement à ce qui nous intéresse le plus. Effectivement, le sport et la préservation de l'environnement sont indissociables. Comment être performant sans une air pure, une eau propre, une alimentation saine? Moi, je ne sais pas faire. La biodiversité aussi doit être préservée pour des sports en pleine nature. Ça va de soi. C'est assez compréhensible. L'initiative intéressante là-dessus, d'ailleurs, que j'ai regardé, c'est au parc régional, le parc naturel régional des volcans. Ils ont mis en place une rencontre régulière maintenant qui s'appelle le Run Touch. Alors, c'est un mot qui est un petit peu bizarre, mais pour dire que le trail et la randonnée éco-responsable, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on peut faire du trail tout en observant la biodiversité, sans laisser de traces forcément physiques, mais aussi de traces numériques, et de ne pas dire regardez, je suis allé là, venez ici et abîmer le paysage ici. Important de préserver la faune et la flore. C'est parrainé d'ailleurs par un champion du trail, Johan Medek. Initiative très intéressante ici de sport pleine nature à la campagne. Et ouais, merci à vous Henri Landès, fondateur de Landestini. Bel été à vous, et puis on va vous écouter, on va faire du sport cet été. D'abord pour penser un petit peu à nous, et puis pour penser à l'environnement aussi, évidemment. Je vois que Corinne Capiro ne fera pas de sport cet été, elle est morte de rire. Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Et retour des vraies voix environnement ce soir sur Sud Radio et notre débat. Barbara Pompili, propulsée ministre de la Transition écologique. Barbara Pompili qui n'a jamais caché son soutien à Macron et qui, on peut le dire, quand même, il faut le dire, connaît bien les questions écologiques. Et notre question ce soir, parviendra-t-elle à faire prendre au gouvernement un virage écolo? Sur Twitter, sur Facebook, les réseaux sociaux, bref, vous votez. Pour le moment, la réponse est non à 75%. On vous attend également au 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et pour en débattre, Guéraud Guibert qui est avec nous, conseiller maître à la Cour des comptes et président de la Fabrique écologique. Bonsoir Guéraud. Bonjour. Bonsoir à vous. Nos vraies voix, Caroline Pilastre, Tom Conan, Corinne Tapiro. Alors Guéraud Guibert, Pompili, tiens, Barbara Pompili, c'est un bon choix, elle ne fera pas de vagues? Écoutez, elle a 2 atouts. Le premier atout, c'est qu'en effet, elle connaît bien les dossiers. Et je crois que c'est très important. Le deuxième atout, c'est que le ministère, maintenant, comprend le logement. Il n'y a plus de ministère de logement à part, ce qui fait qu'elle pourra prendre en charge la question de la rénovation énergétique des logements, qui est une question tout à fait essentielle de manière directe. Alors, cela dit, ensuite, c'est une question de rapport de force. Et évidemment, on peut s'interroger pour savoir est-ce que le rapport de force sera suffisant face à Bercy, face à un certain nombre d'administrations pour que les solutions écologiques l'emportent. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a urgence sur les solutions écologiques et donc tous les petits pas possibles doivent être pris en compte et doivent être recherchés. Et ça, je crois que c'est très important à dire. Il est très important que tout le monde se mobilise pour que ça avance, ce sujet, même si on peut considérer qu'en effet, peut-être une proposition différente du gouvernement ou de la majorité aurait pu permettre des solutions meilleures. Mais il est très important aujourd'hui que les solutions avancent davantage. Alors, il faut rappeler que Pompili avait quitté le Parti écologiste en 2015, mais quand même, Guéraud Guibert, c'est un gouvernement très orienté à droite, peu écolo. Bon, il y a beaucoup de communication autour de l'écologie, mais c'est quand même peu écolo. Vous pensez pas que Barbara Pompili aura malheureusement peu de marge de manœuvre? Elle aura peu de marge de manœuvre. Il faut bien quand même prendre conscience que le rapport de force dans la société aujourd'hui est quand même beaucoup plus favorable à l'écologie qu'il y a quelques années, que les gens attendent des mesures fortes et concrètes sur l'écologie. Il n'y a qu'à voir les résultats des élections municipales qui montrent bien à quel point les gens aujourd'hui sont quand même très impatients sur ce sujet. Et donc, moi j'espère qu'il y aura un certain nombre de décisions fortes. Et ça, comme quoi par exemple? Comme quoi? Je pense que la principale décision, c'est qu'il faut qu'il y ait en effet quelques milliards d'euros concrets qui arrivent pour aider les gens à rénover leur logement. Je crois que ça, c'est absolument indispensable. C'est bénéfique à la fois sur le plan écologique, social et économique. C'est un des rares domaines où ces trois aspects sont conjugués de manière positive.
Et donc, il est tout à fait important que cette fois-ci, des moyens massifs soient mis pour aider les gens à rénover de manière directe leur logement, et en particulier, évidemment, les ménages modestes, les propriétaires modestes, et les ménages qui sont en location. En tout cas, elle a du travail. Allez, on va demander l'avis de nos vraies voix. Tiens, Corinne Tapiro, Barbara Pompili, bon choix ou pas? Écoutez, Barbara Pompili... Ça, ce qui est sûr, il l'a dit, Guiraud Guibert, mais il faut le rappeler, ça fait 12 ans qu'elle travaille à fond sur les questions écologiques. Oui, il n'y a pas de problème. Elle a eu des postes très honorifiques dans les différents domaines. Elle a changé de parti plusieurs fois. Mais bon, ça, c'est un avatar qui devient très fréquent ces derniers temps. Les politiques, on la bougeotte. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant qu'on ait mis le logement avec cette délégation ministère, enfin pas cette délégation ministère, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'environnement, on ne parle que de la rénovation énergétique des logements. Or, il y a tellement d'autres sujets. Ben oui, il y a tellement d'autres sujets en matière de logement que la rénovation énergétique, c'est-à-dire construire plus de logements, plus accessibles, permettre une accession à la propriété, repenser les cœurs des villes. Ce que vous dites, c'est que c'est plus prioritaire que la rénovation énergétique, c'est ça que vous voulez dire? La rénovation énergétique, il y a des tas de mesures qui ont été mises en place. Et il y a d'autres mesures à prendre. On a des tas de zones industrielles qui ont étalé les villes de façon artificielle et qui, au fond, sont plus néfastes à l'environnement que si on rapprochait ces commerces dans le centre des villes et on redonnerait peut-être un peu de vie. Mais ce qui est surtout assez curieux dans ce que j'entends là depuis le deuxième tour des élections municipales, pardonnez-moi monsieur Guiraud Guibert, c'est que vous ne pouvez pas dire que les Français sont massivement exprimés sur l'environnement. Il n'y a que dans les grandes villes, les 4 grandes villes, Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, où les Verts enfin attendez, j'enlève Paris, où les Verts ont fait un score. À Paris, les Verts ont fait 10,89% au premier tour pour s'allier au deuxième tour avec les socialistes. Non, mais on parle sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France. Dans les autres régions, dans les autres villes, les Verts ont emporté combien? 16 villes. Ça ne s'appelle pas un raz-de-marée. Et on a eu 62% d'abstention. Donc, de grâce, ne faites pas parler les abstentionnistes, dire ça s'est manifesté massivement en faveur de cette politique. Il y a une nécessité de faire de l'environnement. Ce sont des mesures qui doivent transcender les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un parti Europe Écologie Les Verts, qui est plus un parti de gouvernement d'extrême gauche qu'un parti strictement vert dans l'intérêt de tous. Tom, Guiraud Guibert, répondez à Corinne Tapiro. Déjà, premièrement, sur sa première analyse, est-ce que l'abstention a profité aux Verts? Non, mais c'est évident que l'abstention est un réel problème et que ça a joué beaucoup. Deuxièmement, nous sommes une fondation transpartisane, donc je pense qu'on peut juger de manière objective. Le score des Verts est un élément important, mais c'est pas le seul élément d'appréciation de la montée de l'écologie dans ce pays. Quand vous regardez, on a fait ce travail, regardez le programme d'un certain nombre de listes de tous bords d'ailleurs, vous verrez que les préoccupations écologiques sont dominantes dans la plupart des listes qui ont été présentées aux élections municipales. Donc c'est un deuxième signe. Il y a un troisième signe qui est la mobilisation de la jeunesse sur ces sujets. Enfin, on voit bien, et puis il y a les sondages évidemment qui montrent à quel point l'environnement est maintenant classé en haut des préoccupations. Donc on voit bien que le rapport de force, tous ces éléments-là convergent pour l'idée que le rapport de force sur l'écologie s'est quand même beaucoup amélioré. Maintenant, il reste en effet à le traduire sur des sujets concrets. Alors vous citez un certain nombre de sujets, vous avez raison. Il y a en effet pas le sujet uniquement de la rénovation énergétique des logements, mais en même temps, ce sujet de la rénovation énergétique des logements, nous sommes extrêmement en retard. Ça fait 10 ans, voire 15 ans qu'on promet qu'on va rénover 500 000 logements par an. On n'y arrive pas. Or, c'est un sujet qui est bénéfique à la fois sur le plan écologique, social et environnemental. Donc, on voit bien que c'est quand même, ça devrait normalement être une priorité importante. Le problème après, c'est il faut quand même, je pense, monsieur a raison de dire qu'il y a quand même effectivement un souffle, qu'il y a quand même un vrai engouement avec les différents processus, y compris la Covid récemment qui a un petit peu enfoncé le clou en matière de prise de conscience de ces problématiques-là. Mais moi, je pense que c'est plus une question presque de mode de vie. Les gens se disent pas, ah bah merde, tout d'un coup, j'ai un simple vitrage chez moi, il faudrait absolument qu'il y ait du double vitrage. Ou ben merde, il faut que je change de voiture parce que là, j'ai pas une voiture électrique. Non, parce que tout ça, c'est des détails qui sont tout à fait importants. L'immigration pendulaire, j'en parle souvent, c'est un élément qui pourrait être réglé en partie par le télétravail d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de la pollution dans les villes qui provient du fait que les gens tous les matins se lèvent à la même heure et sont encombrés dans les mêmes endroits, aux mêmes heures, pareil pour le retour, etc. Et donc tout ça crée des vrais problèmes structurels. Néanmoins, il faut
faut donner plus de souffle à tout ça. Et je crois pas qu'on pourra donner un élan à effectivement ce sens de l'histoire qui semble aller en un sens de plus d'écologie en disant on va rénover vos logements. C'est comme si vous disiez voilà, on va faire une révolution socialiste, on va abolir la propriété et qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah on va augmenter la TVA de 1%. Vous voyez, enfin non, il faut donner un vrai élan et très honnêtement, le problème de ce gouvernement, parce que c'est un peu en lien avec ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'il est comme disait Mitterrand, il est au centre, c'est-à-dire il est ni à gauche ni à gauche. C'est-à-dire qu'il est exclusivement à droite. Et du coup, c'est quand même un peu surtout problématique. Jours, en fait, le centre n'existe pas. Le centre n'existe pas. Caroline Pilastre. Écoutez, c'est une femme qui a des capacités, qui est compétente, qui connaît ses dossiers, on peut lui reconnaître. C'est la 4e ministre de l'écologie. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu Hulot qui a claqué la porte du gouvernement. Il y a eu De Rugy avec l'affaire des homards. Il y a eu Borne. Donc on va voir ce qu'elle va donner. Maintenant, nous ne sommes pas dans un gouvernement EELV. Moi, j'en ai un peu marre avec ça. Le président Macron a proposé des réformes comme d'autres sociétales. Évidemment qu'il va mettre en avant l'écologie. Nous sommes à 18 mois des présidentielles. Ne soyons pas naïfs. C'est évident qu'avec la claque, le camouflet qu'ils ont pris lors de ces municipales, ils vont le mettre en avant. D'ailleurs, dès que vous entendez une personne de l'AREM, il n'y a pas un moment où il y a le mot écologie, n'est pas prononcé. L'écologie n'est plus une option, a dit Jean Castex il y a quelques jours. Donc après, moi, je pense il me fait rire, lui qui a battu les arbres dans sa ville. Je pense qu'elle peut être ferme, mais elle va avoir peu d'action à l'arrivée, parce qu'il lui reste 18 mois. Elle sera peut-être plus malléable, et c'est évident pour moi, qu'une Ségolène Royal qui sera plus disruptive. Donc attendons de voir ce que ça va donner, mais à mon avis, elle ne pourra pas aller où elle a envie le fait de s'interroger, c'est pas une critique. Moi, je trouve que c'est une femme tout à fait respectable. Il n'était pas d'accord avec la ligne qui a été conduite, elle est partie, ce que je peux tout à fait comprendre quand on est un politique. Mais pour revenir à ce que dit Tom, la problématique, c'est qu'on n'a pas sur aucun sujet aujourd'hui un projet qui tient la route, qui soit tracé vers lequel on va. Ça, c'est quand même une inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a le Conseil économique, social et environnemental qui risque, alors peut-être que je m'inquiète pour rien, d'être supplanté, et peut-être que pour beaucoup de gens, il ne sert à rien, par des espèces de symposiums de gens tirés au sort dont on ne sait d'où ils viennent, et si le tirage au sort n'a pas été clairement orienté, je trouve que c'est quand même très très inquiétant, parce qu'aujourd'hui on a quand même une démocratie représentative, les gens boudent les urnes, et on voudrait accepter des dictates de 150 clampins tirés au sort. Donc ça, c'est inquiétant. Caroline. Après, je voudrais juste dire que moi j'aimerais bien qu'elle parle de l'écologie de manière ouverte, non punitive. Et pourquoi ne pas aborder... non punitive, non moralisatrice. On va voir. Mais moi, c'est ce que j'attends en fait de sa part. Pourquoi ne pas on a parlé tout à l'heure un peu d'innovation en matière culinaire tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on met pas aussi en avant cet élément-là? Il y a tout un domaine qui est la green tech, que je connais pas précisément, avec pas mal de boîtes françaises et étrangères qui travaillent dans ce sens-là. Il faut pas non plus tout axer. C'est vraiment cette maladie française de tout axer. Et on pourrait aussi aider ces startups qui se lancent dans la green tech et l'écologie, l'environnement. On pourrait le faire. C'est aussi l'innovation. L'environnement peut accompagner l'économie. Guéraud Guibert, c'est pas antinomique de la part de Macron, j'ai envie de te dire, qui est quand même le président de la Startup Nation. Guéraud Guibert, une dernière question. Est-ce que selon vous, avant de clore le débat, est-ce que selon vous, Europe Écologie Les Verts a fait une erreur de ne pas vouloir rentrer au gouvernement? Je crois que c'est assez logique. Ne soyons pas naïfs non plus. Europe Écologie Les Verts s'est construit sur la base de l'opposition au gouvernement et à Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, il est assez logique qu'il ne rentre pas au gouvernement. Et il aurait sans doute fallu que le président de la République, par la composition de son gouvernement, par les orientations qu'il donne des signes supplémentaires pour qu'éventuellement ça puisse se faire. Mais je voudrais revenir une seconde sur l'enjeu. L'enjeu est quand même décisif, et je suis d'accord qu'il y a la rénovation des logements, je prenais cet exemple, mais il y a des tas de choses. L'écologie, c'est aussi l'innovation, en effet, il y a des tas de choses de transformation de la société qui doivent conduire à une société plus écologique, et pour ça, il faut mettre la société en mouvement. Moi, c'est ça que j'attends le plus de la ministre de l'Environnement et du gouvernement. On verra bien s'il y arrive, mais il faut en effet mettre la société en mouvement, les entreprises, les collectivités locales, les citoyens, les associations, pour que tout le monde raisonne écologie et prenne en compte. C'est mal barré. Alors, j'aimerais vous lire le message de Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'on parle de ce parti sur Twitter. Espérons qu'elle fasse mieux, dit-il, que lors de son passage comme secrétaire d'État à la biodiversité sous Hollande. Assez de discours, des actes maintenant. Bon, c'était en même temps un petit peu attendu. Le message est clair. Tiens, un petit point sur les sondages. On vous posait cette question. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, parviendra-t-elle à faire prendre au gouvernement un virage écolo? On avait il y a quelques minutes un non à 72%.
72%, on explose les scores puisque nos auditeurs ont beaucoup voté. Maintenant, c'est un non à 92%. Ouais, on va voir ce que va faire Barbara Pompili. Merci à vous. Jusqu'à 20h, Philippe Rossi. Et ce soir, ce sont les vraies voix environnement jusqu'à 20h, encore quelques minutes avec Caroline Pilastre, Corinne Tapiero, Tom Conan. Et puis j'aimerais qu'on accueille tous ensemble Brigitte Gauthier. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bienvenue Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. Brigitte, le journaliste Hugo Clément a lancé le référendum des animaux. Voilà, on l'a appris il y a quelques jours en faveur de la cause animale. L'idée de ce référendum est soutenue par de nombreuses célébrités, associations dont la vôtre, L214. Il s'agit d'un référendum d'initiative partagée. Vous savez qu'il faut 4 700 000 signatures. La proposition d'Hugo Clément contient plusieurs mesures. Alors je ne vais pas tous vous les faire, mais plusieurs mesures dont la fin de la chasse à courre, sortir de l'élevage intensif, mettre fin au spectacle avec des animaux sauvages, il y en a d'autres. Brigitte Gauthier, quand est-ce que Hugo Clément vous a présenté ce référendum ? J'imagine que vous avez dit oui tout de suite, mais surtout la question que j'aimerais vous poser, c'est 4 700 000 signatures. Même l'aéroport de Paris, le référendum contre la privatisation de l'aéroport de Paris n'a pas atteint autant de signatures. Je crois qu'il y en a eu plus d'1,5 million. Est-ce que c'est pas malheureusement un échec tout tracé, ce référendum ? Alors, vous posez plein de questions en même temps. Effectivement, donc c'est une initiative en fait qui a été lancée par des patrons de la tech là, Xavier Niel qui est le patron de Free, voilà. Marc Simoncini qui est de Mythique, Jacques-Antoine Granjon qui est sur Vente Privée, Jennifer Bierna aussi, et du coup avec Hugo Clément qui effectivement ont contacté un certain nombre d'associations en leur présentant ce projet effectivement hyper ambitieux de proposer un référendum d'initiative partagée pour faire avancer finalement la cause animale au niveau politique. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les mentalités changent, on voit que nos comportements aussi peu à peu changent, on voit que les entreprises s'engagent, nous on le voit au travers des campagnes qu'on a contre les poules élevées en cage ou contre les conditions d'élevage et d'abattage des poulets de chair, les pires pratiques qui existent aujourd'hui. Et pour autant, au niveau politique, on est complètement coincé. Donc leur idée était de passer par ce référendum d'initiative partagée de façon à finalement, d'une certaine manière, forcer le débat au sein de l'hémicycle de façon à montrer aussi que, ok, il y a un lobby de la chasse, il y a un lobby de l'élevage intensif d'un côté, mais qu'en face, il y a 8 Français sur 10, plus de 8 Français sur 10 qui sont très largement favorables aux mesures qui sont à la fois simples, à la fois ambitieuses aussi, mais elles sont simples en réalisation, elles récupèrent un soutien fort de la population. Et donc, du coup, si on est en démocratie, on peut entendre aussi la voix des Françaises et des Français qui sont contre des souffrances sévères infligées aux animaux pour obtenir de la viande, avoir des spectacles, aller à la chasse, Brigitte, etc. à ce jour, est-ce que vous savez combien il y a de signatures ? Alors, à ce jour, en fait, la plateforme de signature officielle n'est pas lancée. D'abord, il nous faut réunir 185 parlementaires pour déposer cette proposition de loi référendaire. Donc là, on en est à réunir les soutiens. Il y a déjà une 50aine de soutiens de parlementaires de diverses tendances qui sont réunis. Et ensuite, le Conseil constitutionnel doit valider cette proposition de loi référendaire. Et ensuite, on a une plateforme qui est initiée qui est mise en place par le ministère de l'Intérieur. Et là, on devra réunir effectivement 4,7 millions de signatures. Et là, tout de suite, sur le site référendumpourlesanimaux.fr, vous avez la possibilité de vous inscrire de façon à être tenu au courant de quand sera lancée pour de bon l'initiative et de participer. Et là, il y a déjà plus de 250 000 personnes qui se sont inscrites, ce qui est assez fort en à peine quelques jours. Alors, vous disiez qu'il y avait 8 Français sur 10 qui soutenaient en quelque sorte ces mesures. Il va falloir maintenant que ces Français passent à l'action. C'est vrai qu'on entend beaucoup de sondages où les Français soutiennent, mais quand il s'agit de passer à l'action ou de simplement signer, parce que là c'est simplement un clic et signer, ça paraît très compliqué. Tom. Il se trouve que moi L214, c'est vrai que c'est une association que j'ignorais il y a quelques années encore, et j'étais tombé un peu par hasard sur une vidéo assez terrible, parce que vous faites des opérations coup de poing parfois beaucoup. Sur internet, et ça m'avait vraiment traumatisé.
mais entre guillemets dans le bon sens, puisque ça m'avait interpellé, ça m'avait fait prendre conscience de pas mal de choses, honnêtement, que j'ignorais. Et après, j'ai pas, pour être très transparent, j'ai pas arrêté ma consommation de viande, mais je l'ai quand même drastiquement réduite après, et y compris dans mon entourage proche. Ça, c'était pour rendre hommage quand même au travail collectif que fait cette association-là. Ensuite, sur le fond, je trouve que, alors, effectivement, 4 700 000, ça paraît quand même très compliqué. Néanmoins, c'est vrai que, alors bon, j'ai pas moi-même la science infuse, mais il semble que sur ces questions-là, même si je connais pas le détail de toutes les propositions que ça contient, il semble effectivement qu'il y a quand même un très très large consensus. Et donc, effectivement, autant il y a parfois des sujets où, bon, honnêtement, on sent que les divisions sont fortes et qu'il faudra sans doute notamment une élection présidentielle ou ce genre de choses, ou des législatives pour que ce soit vraiment tranché de manière objective. Autant là, je pense qu'en effet, ça pourrait techniquement, si effectivement, madame, comme elle le dit, si on est dans une démocratie participative, mais ce qui n'est pas tout à fait le cas, on le sait bien, ça devrait fonctionner. Mais évidemment, tout le problème, c'est que tous ces verrous qui sont fixés sont tellement exigeants que ça va être compliqué à réunir. Et puis pour l'instant, il n'y a qu'un quart de députés, c'est ça, 50 députés à peu près. Mais en revanche, il est possible, en revanche, que s'il y a un très fort mouvement, et c'est tout à fait probable, et donc il faut à ce moment-là donner de la voix à cela, qu'ensuite à la présidentielle, qu'il y ait un engagement de plusieurs candidats en ce sens-là. Et après, comme ça, une fois que la personne passe, quel que soit son bord, elle mettra en œuvre cela. Donc ça peut aussi être vu dans cette perspective de 2022. Caroline. Vous avez 80% des Français, droite et gauche confondus, qui sont intéressés par cette cause, par la cause de l'environnement. Donc ça intéresse la majorité d'entre nous, l'environnement, quoi qu'il en soit. Moi, je trouve que l'initiative d'Hugo Clément est intelligente, parce que c'est d'abord une prise de conscience. Il se sert de sa notoriété. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. D'ailleurs, vous avez plein de célébrités qui ont décidé de signer sa tribune, comme Bruno Solo et d'autres. À voir ce que ça va donner, mais moi je ne trouve pas que ce soit si mal que ça, au contraire de se servir. Et sur les mesures, les mesures, alors je vous ai peut-être voir les faire, Brigitte Gauthier, fin de la chasse à courre, sortir l'élevage intensif, l'abattage aussi. L'abattage, mettre fin en spectacle avec des animaux sauvages. Tiens, Caroline, vous êtes favorable à toutes ces mesures? Moi je trouve que c'est très intéressant, il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas ça à bras le corps, et puis il est légitime pour en parler, parce qu'il défend cette cause depuis des années, il n'arrive pas là comme un cheveu sur la soupe. Il a fait dernièrement un documentaire sur les océans qui était extrêmement intéressant sur le service public. Donc pourquoi pas. Maintenant, je pense que ça va être très long, comme tu le disais, Tom, de réunir ces signatures. C'est surtout ça. Alors Brigitte Gauthier, avant de vous redonner la parole, l'avis de Corinne Tapireau sur ce référendum, qui est plutôt une bonne idée, c'est vrai. Oui, enfin, je pense qu'on a une population qui est très sensibilisée à la cause animale. Moi, je ne connais pas très bien la démarche d'Hugo Clément, puisque je n'ai pas vu cette tribune, donc je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Il y a une vraie sensibilisation à la cause animale, mais moi je suis toujours un petit peu inquiète sur la façon dont on arrive à gadgetiser un sujet aussi sérieux. Pourquoi gadget? Parce qu'il y a un moment où il faut faire attention aux mots qui sont employés. Par exemple, ok, la chasse à courre, c'est épouvantable, mais je ne suis pas certaine que ce soit l'argument qui sera le plus parlant dans le cadre d'un référendum. Ou dans il y a d'autres mesures, Brigitte Gauthier. Il y a 6 mesures à peu près. Il y en a 6 mesures, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Alors Brigitte, allez-y, parmi les autres mesures. Donc sur les 6 mesures, vous avez des mesures qui concernent les animaux qui sont aujourd'hui élevés pour la consommation alimentaire. Donc par exemple l'interdiction de l'élevage en cage pour les poules pondeuses, pour les lapins, pour les truies qui sont gardées en stall avec les porcelets qui têtent à travers les barreaux. Là je pense que vous avez les images en tête. Il y a l'interdiction de l'élevage intensif, ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux. Vous l'avez rappelé, la question de la chasse à courre, de la vénerie sous terre et autres chasses traditionnelles qui sont particulièrement cruelles pour les animaux. Vous avez l'interdiction des spectacles avec des animaux sauvages. Vous avez l'interdiction de faire des expérimentations sur les animaux quand il existe des alternatives disponibles, et vous avez l'interdiction de l'élevage des animaux élevés spécialement pour leur fourrure. En France, ça concerne les visons, par exemple. Voilà. Donc c'est des mesures toutes consensuelles. Justement, on a fait attention de voir. Alors déjà, on les a sélectionnées parce que on en aurait bien mis beaucoup plus. Mais il fallait choisir tous les uns et les autres. Il fallait en sélectionner quelques-unes, et justement on a choisi des mesures qui
pour la grande majorité des gens, faisaient consensus et qui permettent quand même, qui vont avoir un impact si elles passent, si on va jusqu'au bout de cette démarche, de réduire les souffrances d'1 milliard d'animaux chaque année. En tout cas, je rappelle, Brigitte Gauthier, le site internet, alors pas pour voter, puisqu'il faut encore le nombre de députés, mais en tout cas pour commencer à s'inscrire, référendum pour les animaux.fr. Merci à vous, Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. Merci à nos vraies voix, Caroline Pilastre, Corinne Tapiro, Tom Conan. Je vous dis à l'an prochain. Passez de bonnes vacances. On va tout de suite accueillir Yvan Cugius, qui prend les rênes du Love dans quelques instants. Salut Yvan. Il s'appelait Stewball. Ça vous reconnaît? C'était un cheval blanc. Tu reconnais Corinne? Bien sûr, Hugo Frey. Hugo Frey, bah oui. Il était mon idole. Et moi j'avais 20 ans. Et voilà Hugo Frey qui est l'invité du Loft. Oh là là, l'invité du Loft. Et puis il y aura aussi Tips. Mais qui c'est qui dit qu'il y en a marre? Elle en a marre parce que je les vois jamais. Parce que comme elle part à 20h et que vous êtes jusqu'à 21h, elle voit jamais les stars que vous recevez. Voilà, c'est ça. Surtout celle que j'aime. On ira boire un verre. Mais Hugo Frey, il peut revenir tous les soirs. Hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Hein. Il invite chez vous même, si vous voulez. Il vient à la maison. Hein. Il peut, Hugo Frey. Il n'y a pas de souci. Si vous avez quelque chose, si vous avez un truc au frais pour lui offrir. Ah bah oui, on en fera à Hugues un truc au frais, il n'y a pas de souci. Il est très en forme, Yvan Cugius ce soir. Le Loft Musique dans quelques